8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ondulation, toute l'actualité de Ripple et du XRP, j'espère que vous allez bien. Ce soir on va recevoir Marcus et Philippe, comme annoncé. Voilà, alors normalement ils sont déjà avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ici la douane belge. Et voilà, et donc bonsoir Marcus. Bonjour à tout le monde, j'espère que personne n'a rien à déclarer en termes de crypto, parce que sinon ça va saigner. Voilà, normalement Marcus est avec nous aussi, il doit nous entendre. Ah ouais, On t'entend Marcus, hein. On entend un ch. Tu nous entends? Alors bonsoir, et je vois qu'il y a déjà 32 personnes, salut à tous. Alors je sais qu'on est en été, l'euro est passé, on a envie d'aller boire un verre, surtout que demain il y a le pass sanitaire qui est en place, qui se met en place. Donc on va profiter ce soir. ouais, je comprends. Marcus, on Ouais. t'entend, hein? Oui, je suis là, je comprends le problème. J'avais le son en double, ça y est, je l'ai coupé. Voilà, c'est parfait. Me voilà, donc excusez-moi. Bon, donc, goedenavond, Philippe. Goedenavond, België. J'ai fait un gros effort sur le flamand. Avec un petit accent hollandais, c'est pas mal. Oui, alors donc j'ai pas trouvé la traduction en flamand, donc je suis allé sur le néerlandais. Je sais que c'est La très même très chose. proche, mais tu as La même compris, chose, tu as mais, compris. Oui. Sauf que au lieu de dire R comme courir, tu dis juste le. Il n'y a pas le R. D'accord, oui. Voilà. Le flamand, j'arrive à le lire, je comprends quand je le lis, enfin à 50%. Mais par oui. contre, quand il parle, moi je suis incapable de parler, et puis je ne comprends rien quand il parle. Mais pour le lire, ça va, je comprends un petit peu. Hein. Alors écoutez-moi. Et Julien, Oui, excusez-moi de vous couper, mais... Felice di conosce Vicky. Buonasera Corsica, buonasera Julien. Bravo, tu as bien travaillé, bravo. Ouais, donc bonsoir à tous, je suis très très heureux d'être avec vous tous. Vous qui êtes à l'autre bout, j'ai aucune idée combien de personnes sont présentes. 54. 54, ben c'est merveilleux, donc d'autant plus qu'on est en vacances. Et il ne faut pas oublier, peut-être que le jour était un petit peu mal choisi, parce que c'est une fête musulmane aujourd'hui, une fête laïque, ouais. Donc il y en a beaucoup qui vont nous regarder En replay. en différé, en replay. Et puis bon, moi, j'en profite pour leur souhaiter une bonne fête. Hein. Alors Ouais, pourquoi, ils le regardent en famille, c'est pas grave. pourquoi on est Voilà, là? oui. Pourquoi on est là ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi on est là? Donc, je suis très très peu sur Facebook ces derniers temps. Et puis, donc, je suis tombé sur une discussion. Et puis, donc, bon, j'ai rajouté ma couche. Et puis, c'est mon grain de sel. Et puis, c'est parti dans une très très longue discussion, de très longues explications. D'autres personnes sont venues s'y rajouter. Et ça a donné un fil assez impressionnant. Et donc, c'est un petit peu Cédric qui est à l'origine de tout ça. Cédric, je ne connais pas son nom de famille. Et donc, ben, je profite aussi pour le remercier. Hein, donc, parce que c'est lui, en fait, qui est un petit peu l'instigateur, le meneur de tout ça ce soir, si on est réunis ici. Et j'en profite aussi pour transmettre mon petit bonjour particulier à Alex, Joao au Portugal, Benoît au Québec, les Mickaël là au Luxembourg, Chouki Nakanoi, Mourad Ouranos, les deux Guillaume, Mourad, Shinakuma, etc. Il y en a plein, tout ce qu'on voit sur Facebook, sur Twitter et partout. Hein. Oui. Ok, Philippe, à toi. Moi, je voulais savoir si. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, pour acheter des cryptos, il faut un CryptoPass. Hein, ça, c'est le nouveau truc. Alors, qu'est-ce que c'est le CryptoPass? Eh ben, simplement, vous devez être vacciné contre le maximalisme. Hein, et il faut au moins 10 doses. Attention, hein, parce que c'est pas pour rigoler. Hein, le maximalisme. Donc, si soit vous êtes vacciné au maximalisme, ou alors
vous avez fait un OA test négatif, ou alors le dernier truc, c'est que vous êtes immunisé au Bitcoin. Ça veut dire que vous en avez déjà acheté une fois, mais vous avez réussi à vous en débarrasser. Voilà, ça c'est le nouveau CryptoPass pour pouvoir accéder maintenant pour acheter des cryptos. Attention. Voilà. Alors ce soir, on va parler du XRP. On va parler du XRP, parce qu'on parle ici toujours du XRP. Déjà, on va faire un petit saut sur le prix. On a vu qu'il s'était un petit peu effondré. Il est à 0,53, alors qu'il y a quelques semaines, il était déjà à 2 dollars. Il a un petit peu chuté. Bien évidemment, ici, il n'y a pas de conseiller financier. Ce qu'on va vous dire, si on vous dit qu'il monte, ça ne veut pas dire qu'il va monter forcément. Si on vous dit qu'il descend, c'est la même chose. On est 3 personnes comme ça. Une en Belgique, deux en Belgique peut-être, non? Tu es où, Marcus, toi? En Allemagne? Bon, non, pas du tout. Je suis du côté de Strasbourg, à vrai dire. Ouais. D'accord. Donc, et moi, je suis en Corse, donc tous les 3 on discute. On n'est pas du tout professionnels de la finance. Enfin, en tout cas, pas pour cette émission, pas pour ce live. Voilà. Donc, Tout à fait. on avait, donc sur cet échange sur Facebook, il était question de savoir ce qu'allait devenir le XRP. Est-ce que ça serait plutôt un stablecoin? Est-ce que ça serait plutôt... est-ce qu'il y aurait un bull run? On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et vous avez un peu votre avis sur ça? Ouais, peut-être que Marcus, qui a une plus grande expérience en termes de banque, tout ça, peut nous expliquer ce que c'est un stablecoin d'abord. Alors, donc, on avait fait un live, je crois que c'était avec Julien aussi, hein, sur les stablecoins. J'en avais fait deux, un avec Julien, un autre avec Benoît au Canada, sur les stablecoins. Donc, déjà, j'avais expliqué la différence. Alors, donc, juste pour vous dire, j'ai rien préparé du tout. Hein. Donc, je suis moi non plus, vas-y, t'inquiète. Je suis venu les mains dans les poches. Je me suis dit, Philippe n'a qu'à bosser. Donc déjà j'avais expliqué la différence entre stablecoin et puis une monnaie stable. Donc les stablecoins, vous les connaissez, hein, c'est donc l'USDT, USDC et puis il y en a d'autres, hein, c'est les plus connus. Et puis donc une monnaie stable, donc la monnaie stable c'est le dollar, c'est l'euro, c'est le yen, c'est le dollar australien et d'autres. C'est-à-dire c'est une monnaie qui peut bouger, donc ça peut prendre un chouïa donc par jour à la hausse, à la baisse, hein, des fois sur une longue période, ça peut prendre plusieurs pourcents à la hausse. Hein. Donc avec le dollar par rapport au cours actuel, si je prends les minima et les maxima qu'il y a eu dans le cours, ça, par rapport au cours d'aujourd'hui, ça fait probablement 20% dans les deux sens, hein, donc 40% d'une extrémité à l'autre, mais c'est quand même une monnaie stable, elle est stable, hein, donc c'est pas une monnaie qui va être dévaluée de plusieurs pourcents par jour, ou qu'il va y avoir de grosses fluctuations. Voilà. C'est une monnaie qu'on peut utiliser pour se dire, si on achète quelque chose aujourd'hui à 100 €, on sait que si on revient dans 3 mois, ça vaut toujours 100 €, ça ne vaut pas 115, 120, à moins de se retrouver dans une république bananière où il y a 15% d'augmentation par semaine. Mais globalement, c'est un peu ça, une monnaie stable. Mais évidemment, à la différence des stablecoins qui peuvent varier, ça, il n'y a pas de raison. Le plus souvent, évidemment, les stablecoins sont adossés à une monnaie stable. Donc évidemment, ils ont les deux propriétés, la plupart du temps. Oui, tout à fait. Et puis, donc, notre grand problème, là aussi, il y a eu un live, je crois que c'était avec Julien aussi, sur l'USDT. Je crois que c'était avec lui, pas sûr. Oui, c'était tous les deux. Et donc où j'avais expliqué. C'était avec toi, Julien? Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Donc où j'avais expliqué les risques donc liés à l'USDT, comme disait Philippe il y a 30 secondes. Donc le stablecoin en crypto, normalement il est adossé à une monnaie ou différentes monnaies, mais donc pas autre chose que des monnaies. Hein. Et donc ça peut être du dollar, du yen ou de l'euro. Hein. Enfin bon, théoriquement, ça devrait être pour l'USDT. Normalement, c'est 100% en dollars. C'est pour ça que ça s'appelle USD. USD d'ailleurs. Et donc il s'avère hein, que ce n'est pas du tout le cas. Donc le market cap de l'USDT aujourd'hui il est de 63 milliards de dollars et
début janvier, le market cap, il devait être en moins de 10. Ouais. Ça veut dire ou peut-être 15, ça veut dire qu'en 6 mois, on a créé 50 milliards d'USDT et en parallèle, il devrait y avoir une couverture déposée dans les banques en liquide sur un compte courant, donc sous séquestre pour ainsi dire. Un escroc, hein, c'est un escroc en dollars. Ouais. Donc il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc encore hier soir, donc c'est Yannette et Hélène je sais plus, elle est à la Fed, Janet Yellen ou... Je pense, oui, un truc comme ça. Oui, voilà, ouais, on la connaît. Hein. Et donc elle s'est encore exprimée sur les stablecoins où elle disait il faut absolument donc réguler hein, donc cette situation. Et donc je rappelle aussi que l'USDT a été convoqué au tribunal de New York hein, où ils sont tenus de s'expliquer. Donc je ne sais pas comment que ça s'est passé, on n'a pas eu de nouvelles. Hein. Apparemment, bon, ça a dû bien se passer puisque bon, c'était pas grand-chose. Ils devaient s'expliquer sur une transaction de, je sais pas, de 600 millions, 900 millions, je sais pas quoi. Et donc hier aussi, donc Fitch disait que l'USDT n'est pas du tout sûr, hein, donc parce que c'est plus de la moitié, hein, donc qui sur les 65 milliards, il y en a que environ 30 qui sont réels. Les 30 milliards autres, ce sont des papiers commerciaux, mais comme on ne sait pas ce que c'est comme papier commercial, donc c'est du vent en fait, donc ça repose sur rien. Hein. Donc Fitch a dit donc s'il devait y avoir des retraits massifs en USDT, l'USDT ne résisterait pas. Hein. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, comment est-ce possible? Il y a à peu près 2 mois, nous avions 2000 milliards de market cap, même plus, hein, je crois que c'était 2300 milliards de market cap. Aujourd'hui, on a 1200 milliards de market cap, ça veut dire qu'il y a 1000 milliards qui sont partis, mais, pardon, donc 1000 milliards qui sont partis. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que les 1000 milliards sont partis en fiat? Je ne crois pas. Donc c'est parce que les gens donc ou les gros portefeuilles qui vendent, ils sont prêts à réinvestir, ils vont pas ils vont pas le mettre en fiat. Théoriquement, ils le laissent en USDT pour être présent sur le marché tout de suite, ce qui n'est pas possible si on le fait avec du fiat. Donc comment voulez-vous mettre 1200 milliards de market cap dans 65 milliards d'USDT? Voilà, il faudrait que quelqu'un m'explique. Hein. Donc, vous voyez, ça ne colle pas du tout. Donc, même s'il y a une perte, pardon, même s'il y a une perte dans la valeur, c'est peut-être pas 1200 milliards, c'est peut-être que 700 ou 600. Mais les 600 milliards, vous ne pouvez pas les mettre dans 65 milliards d'USDT. Hein. C'est comme si vous vouliez mettre un tonneau de vin dans 2 bouteilles. Hein. C'est exactement pareil, ça ne tient pas. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce truc-là. Et je soupçonne que, c'est presque même sûr, que les exchanges sont complices un petit peu dans ces manœuvres. Donc, puisqu'ils vendent du USDT qu'ils n'ont pas, en fait. Voilà. Et le jour où il y aura vraiment un gros retrait, il y a tout le truc qui va s'effondrer. C'est un Ponzi, hein, c'est un truc comme ça. Hein. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Je sais pas, tu voulais dire autre chose tu avais une question, Philippe, sur les USDT, tu voulais rajouter quelque chose? Non, sur les stablecoins, pas spécialement. Je pense que c'est clair que on sait que c'est quelque chose qui est. Ici, dans le cas, en tout cas, ce sont des tokens qui sont collatéralisés ou qui sont adossés à une valeur. Ça peut être une commodité ou une fiat, peu importe. Mais le débat ici, c'était de savoir est-ce que le XRP en tant que tel va devenir un stablecoin et ou une monnaie stable dans une currency stable, enfin une currency, je ne sais pas si on pourrait appeler ça encore une currency, mais ce sera tout au moins un token stable dans les années qui viennent. Et si possible, est-ce qu'on s'est donné un délai, plus ou moins? Ce serait intéressant. Il y a 2 théories qui s'affrontent. Il y a la fameuse théorie qui s'apparente, je dirais, à celle de
Chainalysis. Il y a peut-être 3, peut-être que Marcus rectifiera, mais il y a aussi celle qu'on dit simplement on décrète que XRP vaut un certain prix parce qu'on le collatéralise avec quelque chose qui a de la valeur. Exemple, de l'or. Moi, j'y crois pas, personnellement, parce que ça n'a plus beaucoup d'intérêt, parce que alors, on ne doit plus faire de trading sur le XRP, mais alors uniquement trader l'or, puisque le XRP serait basé dessus. Donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Il faudrait à la limite même retirer le XRP des échanges. Je vois pas. Ou alors ça devient un stablecoin de l'or, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je ne vois pas vraiment l'intérêt de réaliser avec quelque chose, puisque le XRP n'a pas de collatéralisation particulière, sa valeur se base uniquement sur le taux de change qu'il a avec les autres devises en fonction de sa saturation dans les couloirs et du nombre de tokens disponibles. Donc, moi, ma position est plutôt qu'on aura un prix naturel du XRP qui se créera avec l'utilité, et je ne crois pas qu'on aura un quelconque pouvoir de maîtrise du prix. Ça, c'est ma position. Maintenant, on peut avoir une position autre qui est plutôt celle de dire on peut avoir éventuellement de laisser sur les échanges, mais on fixe un prix et on doit mettre alors à ce moment-là, on doit bloquer les échanges d'une manière ou d'une autre. Si on veut bloquer les échanges, la seule théorie que je connais, c'était celle de mettre des offres et des achats excessivement hauts, c'est-à-dire avec des montants des quantités qui sont énormes, de créer ce qu'on appelle des murs d'offres et d'achats, avec un spread qui est important aussi, de telle manière à ce qu'on n'ait pas d'envie de la part d'un camp ou de l'autre d'acheter et dès lors de garder un prix fixe pour le XRP. Mais ça veut dire que si on veut garder des murs très hauts de part et d'autre de l'offre et de l'achat, il faut des montants qui sont très élevés, il faut énormément d'argent bloqué, puisque si on fait un mur, ça fait l'argent qui est bloqué pour pouvoir faire ce mur. Donc j'ai beaucoup de doutes sur ce truc aussi. Je ne sais pas quel est l'avis de Marcus sur quelle théorie il se positionne. Oui, tout à fait. Alors donc, si tu te souviens de Marjan de Latine, qui travaillait chez Ripple. Oui. Donc un jour, on avait eu l'occasion de discuter avec quelqu'un. Une ancienne de chez Swift. Comment ? Une ancienne de chez Swift. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc je crois qu'aujourd'hui, elle n'est plus chez Ripple, elle a dû quitter, il me semble. Ouais, elle a quitté. Ouais. Et donc un jour, il y a quelqu'un de Twitter qui avait discuté avec, et puis il lui a posé la question. Donc ils se sont rencontrés, je ne sais pas où, dans un aéroport, ou je ne sais pas quoi, ou dans un avion. Et donc il a posé la question comment elle voyait donc l'évolution du XRP. Est-ce que c'est donc comment elle voyait monter le prix, est-ce que ce serait soudain ou je sais pas quoi. Et puis elle lui a répondu, elle voit, comme toi Philippe, une montée progressive. Voilà. Et donc, donc moi je veux bien. Hein, donc je voudrais aussi prévenir tout le monde, ni Philippe, ni moi, ou Julien, nous ne travaillons pas au FMI, nous ne travaillons pas chez Ripple. Ce sont juste des idées qu'on lance comme ça, donc des hypothèses, des cas d'école. Et puis en fait, on n'en sait rien, donc on en discute comme ça. Donc si ça se trouve, ça se passera totalement autrement. Hein. Alors donc ce que je voulais dire, donc moi je vois plutôt en fait un prix fixé par décret ou d'un commun accord, on peut l'appeler comme on veut, hein, et parce que donc la théorie se heurte où le prix monterait progressivement, se heurte au problème des fuseaux horaires. C'est-à-dire donc déjà pour que le prix augmente, il faudrait déjà qu'il y ait une forte utilité. Aujourd'hui, il y a une utilité, mais donc elle n'est pas encore assez importante pour entraîner le prix à la hausse. Si vraiment donc on a des boîtes donc comme Sologenic, Flair et puis tout ça donc qui vont arriver, mais donc si Sologenic donc il a je sais pas comment dire, comme mission, comme projet, voilà, cherchez le mot. Ils ont pour projet donc de tokeniser en fait toutes les actions, pour ainsi dire, de la planète, du moins des plus grosses bourses de la planète, c'est-à-dire donc Euronext, Nasdaq,
Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, etc. Enfin, Japon, Angleterre, Royaume-Uni, etc., Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc, je crois qu'ils veulent faire ça sur 40 bourses différentes. Et donc, quel que soit le pays, donc on pourrait acheter, en fait, sur la bourse de Sydney ou de... je ne sais plus si c'est Auckland ou Wellington en Nouvelle-Zélande, donc ou au Nasdaq, et puis donc XRP servirait d'intermédiaire. Donc XRP donc, servirait aussi donc, pour les institutions financières pour transférer des fonds d'un endroit à l'autre. Alors toutes ces grosses opérations qui feraient vraiment monter le prix, c'est-à-dire les institutions financières qui font leurs virements, leurs transferts et les bourses qui fonctionnent, ça veut dire ça marcherait très très fort dans la semaine et le week-end il ne se passe plus rien. Donc ça veut dire à partir du vendredi 17h30, quand les bourses européennes ferment, il y a déjà le cours qui commence à plonger vivement. Donc déjà les boîtes elles commencent à fermer à 17h, les banques aussi. Donc après c'est la bourse et tout ça, ça entraînerait donc le prix fortement à la baisse parce qu'il n'y a plus de demande en fait. Il y a une forte demande l'après-midi, le vendredi à 15h. Et donc le plus fort ça doit être à 16h. Ouais. 15 heures, enfin ça n'a pas d'importance. Ouais. Et donc au fur et à mesure que le week-end arrive, donc la demande chute et ça entraînerait une chute du cours. Et donc jusqu'à 22 heures, quand le Nasdaq ferme, après c'est carrément fini. Et dans la nuit comme j'ai expliqué sur Facebook, dans la nuit de samedi à dimanche, le dimanche matin à 5h du matin, il se passe strictement rien à travers la planète. Ça veut dire que le XRP il tomberait pratiquement à zéro, il n'y a pas de demande. Ouais. Et ça repartirait dans l'autre sens à partir de 1h du matin quand Tokyo rouvre. Et quelques heures après, c'est l'Asie, enfin donc l'Océanie, l'Inde, etc. Et puis ça arrive progressivement chez nous en Europe. Et puis donc au fur et à mesure que les fuseaux horaires avancent, donc le prix progresserait. Et le soir, de nouveau à 22h30, hop là, il plongerait jusqu'à 1h du matin pour attendre l'ouverture du Japon. Marcus, Oui. Pourquoi le prix plongerait si personne n'achète? Il n'y a pas de demande. Mais si il n'y a pas d'offre non plus. Il n'y a pas d'offre non plus. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Ben non, le marché serait pour ainsi dire mort. Si, tu dis? Je dis le marché serait pour ainsi dire mort. Mais il est mort uniquement sur la bourse et encore ici on ne parle pas de bourse, on parle d'exchange. Donc les exchanges qu'on voit maintenant, le Bitcoin ne bouge pas pendant les week-ends où il y a de légères diminutions parfois de volume, mais c'est pas parce qu'il y a une diminution de volume qu'il y a une diminution de prix. Donc tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors peut-être oui, tout à fait. Mais je ne pense pas que pour le XRP, si justement je comprends ton point de vue de dire oui, pour l'instant on n'a pas assez de liquidité, il n'y a pas assez de volume créé pour pouvoir faire monter le prix sur le XRP. Je suis assez d'accord sur ce point-là. Pourquoi est-ce que moi je dis que c'est et si tu veux fixer un prix par décret, le problème c'est quel prix tu vas fixer. Sur quoi tu vas Oui, alors déjà, donc tu ne parles que des exchanges, donc tu parles que donc les opérations spéculatives, donc mon achat, ton achat, ma vente, ta vente, Julien, etc. Ouais. Mais moi je parlais en fait de la véritable utilisation en ODL, c'est de ça que je parle, tu vois. Donc je parle de l'utilisation par Sologenic pour la tokénisation des actions, transfert des actions d'un pays à l'autre, d'un compte à l'autre. Sologenic ne va pas à lui seul avoir quelque chose de faire un volume tel sur le XRPL qu'on va voir une grosse différence. C'est parce que tout le temps on se fera avec du solo et ils ont dit qu'on pouvait éventuellement utiliser le DEX avec le XRP. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas encore très clair la manière dont ils vont s'y prendre. Oui, et d'ailleurs, ils ont du retard. Ça va changer quoi que ce soit. Non, je peux me tromper, mais c'est sympa, ça va mettre de la lumière, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose.
Oui, je ne sais pas pour sur le génique, donc bon, si ça, effectivement, ça va rapporter grand-chose. Bon, il se peut, mais c'est pas sûr, hein. Par contre, donc, bon, ça fera, il y en aura toujours un petit peu, hein, donc ça fera encore, ça participera au volume. Par contre, je parle essentiellement des institutions financières, c'est-à-dire le trading sur le dollar. Donc un japonais avec du yen, il veut acheter du dollar, donc c'est là en fait que XRP interviendrait. Et c'est là qu'il y aurait de très très grosses demandes en semaine, et le week-end il ne se passe rien. Bah non, Tu sais qu'on c'est pas grave, parle. hein. C'est pas grave. Oui, oui. Si c'est grave, si c'est grave. Donc, Mais on est-ce que parle. est-ce que pour Swift, ça s'arrête le week-end? Pardon, est-ce que. Est-ce que pour Swift, ça s'arrête le week-end? Que les paiements s'arrêtent le week-end? Oui, écoute, oui, je peux te le confirmer. Je sais pas, hein. C'est le. Ouais. J'en sais rien. Ça ne fonctionne pas le samedi et le dimanche. Ça ne fonctionne pas le samedi et le dimanche, ouais. Donc, si ça ne fonctionne pas le Ouais. samedi et le dimanche, je peux vous dire que le prix du XRP, s'il n'est pas utilisé pour cette partie-là, le samedi et le dimanche, je comprends bien que tu auras zéro volume, d'accord, Mhm. en admettant qu'il n'y ait pas de volume, mais ça ne veut pas dire pour autant que maintenant qu'il dispose d'un système qui peut fonctionner 24 heures sur 24, parce qu'en fait, les rémittances, par exemple, fonctionnent 24 heures sur 24. Il n'y a pas, faut dire, Tout à les fait. institutions ne font pas ces 24/7 pendant toute la semaine. Je pense, Mm. moi, que les balances qui ont lieu maintenant, parce qu'on se base encore sur un système qui date des années 70, où on interdit aux banques, où c'est compliqué pour les banques de travailler le week-end, parce que justement, ils ont plein de balances à faire, des choses comme ça, qui ne seront peut-être plus nécessaires à partir du moment où on a un nouveau système. Je ne suis pas un expert en la matière, hein, mais je me dis que si Ripple savait que l'ODL n'était pas possible le week-end et que donc ça ne montrait jamais, je ne suis pas certain qu'il se serait lancé dans l'aventure comme ça. Tu vois? Oui. Alors, je ne oui. dis pas. Donc, le système bancaire en lui-même va changer. Les protocoles vont changer. Le système opérationnel va changer. Et on va passer à du 24/7. Je suis quasi certain de ça. Il n'y a plus aucune raison de s'arrêter le samedi. Oui, oui. Alors donc je ne dis pas que l'ODL s'arrête pendant le week-end. Je ne dis pas ça. Ce sont les institutions financières qui s'arrêtent le week-end. ODL continue, hein. On parle de combien de trillions donc d'opérations par jour? C'est difficile à dire. Swift traite entre 3 et 5 trillions par jour. Oui, voilà, j'allais dire 6. Oui, oui, ok, bon, d'accord. ACH traite 12 trillions, je crois. 10 ou 12 trillions. Ouais. Voilà. Donc tu connais le principe de fonctionnement, donc tu achètes du XRP, donc c'est revendu 4 secondes après, c'est transformé en yen ou autre chose, etc. Donc pendant ces 4 secondes, il y a une utilisation, ça veut dire il y a une demande pendant 4 secondes, c'est revendu, et il y a une autre demande derrière, etc. Et donc et ça représente donc sur une journée donc 5000 environ 5000 milliards de dollars. Ouais. Et à partir du moment où donc, les marchés commencent à fermer, les banques commencent à fermer, il n'y aura plus de virements, il n'y aura plus de transferts, les ordres de bourse s'arrêtent, la bourse ferme, et donc il n'y a plus ces demandes de 4 secondes. Plus il y a de demandes pour transférer en début de journée. Pourquoi l'institution qui ferme le week-end va fermer son fonctionnement de transfert de fonds? Même les institutions, enfin quand tu dis institution, tu parles de qui en particulier? Je parle de toutes les banques de la planète, les 10 000 banques de la planète. Hein. Oui, mais les banques ne s'arrêtent pas forcément de travailler le week-end. Elles peuvent, les systèmes peuvent tourner, je vois pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on leur demande aux banques? C'est de faire des transferts. Or, si le système est automatisé, que tu n'as plus besoin de faire des balances sur des serveurs en décalé avec des batchs qui tournent je ne sais pas combien de temps, mais ce qu'on appelle des batchs, parce que c'est un terme technique, un batch, c'est un système automatique qu'on fait tourner pendant la nuit pour pouvoir avoir les résultats le lendemain. Et on fait toujours tourner le même programme sur un ensemble de transactions qui ont eu lieu pendant la journée. On fait tourner pendant la nuit pour mettre à jour toute la comptabilité, les éventuellement et d'autres systèmes, de telle manière, par exemple tout ce qui est aussi les systèmes de reporting, les systèmes d'analyse, se font pendant la nuit. Comme ça, on prépare toutes les données pour le lendemain. Comme ça, les analystes et les autres systèmes peuvent travailler sur base des données de la veille.
Donc c'est à ça que servent les batchs. Mais maintenant, avec ce genre de système, on pourra toujours avoir des batchs qui tournent le week-end sur base de ce qui fonctionne, mais principalement pour tous les services qui sont décalés. Mais pour les transactions en tant que telles, moi, je ne vois pas les banques s'arrêter le week-end. Je ne vois pas pourquoi. Les demandes de business et de commerce continueront à se faire. Pourquoi, du jour au lendemain, on vont dire, ah, maintenant, le paiement, c'est samedi, je ne le fais plus. Il n'y aura aucune raison. Aucune raison. Puisque, de toute façon, il n'y a plus de balance à calculer, il n'y a plus tout se fait comme ça. Donc, c'est là. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je vois mal comment on pourra dire, comment une banque pourra justifier d'arrêter complètement de bosser pendant le week-end ou de refuser des virements ou des transferts de la part de grandes sociétés comme Apple, comme toute l'industrie du commerce en général qui feront des virements comme ça, ne pourront pas l'utiliser. D'ailleurs, pour l'instant, déjà, RippleNet fonctionne 24 heures sur 24. Alors, c'est vrai que la plupart des clients ne sont pas sur ODL, mais le jour où on aura une régulation, tous ces gens-là passeront en ODL. On va leur dire, au lieu d'attendre 4-5 secondes et puis de faire ton virement, tu verras bien quand ça arrive, parce que de toute façon, le settlement se fera de manière traditionnelle, ben, tu vas dire, ben non, ton paiement sera aussi fait dans les 4 secondes. La première banque qui dit, moi je bosse le week-end, il va se ramasser tous les clients. Hein. Ça, c'est clair. Donc, je crois que le jour où il y a une régulation et les banques utiliseront ODL, ils le feront 24 heures sur 24. Pour moi, je ne vois pas comment, je ne peux pas concevoir autrement la situation. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait? Peut-être que c'est le cas maintenant, hein, Marcus, tu as fait raison. Mais oui, tout à fait. Donc, je confirme. Alors, donc, il n'y a pas que les banques. Donc, il y a aussi les entreprises qui donnent des ordres aux banques. Alors, donc, les entreprises ne fonctionnent pas le week-end. Les banques, à partir de minuit, le vendredi soir, pour les banques qui sont fermées le samedi et le dimanche, parce qu'il y en a d'autres, c'est plus ce dimanche et lundi, celles qui sont fermées samedi, dimanche, à partir de 1h, 2h du matin, et donc une fois que les traitements sont faits, donc tout le monde s'en va, il reste personne, il reste juste 1 ou 2 personnes pour les maintenances en cas de panne, parce qu'il faut quand même, il y a certaines choses qui doivent fonctionner la nuit, du style les automates, les banques en ligne, si tu interroges ton compte pour voir si ton salaire est arrivé, donc tout ça fonctionne la nuit, il y a une maintenance qui est là, mais donc pour le reste, il n'y a personne, hein, et il faut des entreprises qui donnent des ordres, hein. Donc pour donner un ordre, il faut recevoir des factures. Donc voilà. Donc non. Donc on est vraiment loin de ça. Au contraire, on se dirige plus vers une semaine de 4 jours que vers une semaine de 6 ou 7 jours. Je n'y crois pas du tout. Et après, donc de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les bourses ferment. Le gros, c'est les marchés financiers, les marchés actions, obligations. Donc ça, c'est vraiment le gros truc sur les 6 milliards. Donc sur les 6 000 milliards, je dirais il y en a au moins 4 qui sont consacrés à ça, donc pas loin des 2 tiers. Et la bourse, elle doit fermer, elle ne peut pas rester ouverte la nuit. Okay, donc techniquement, le Nasdaq peut tourner jour et nuit. Euronext pourrait tourner jour et nuit, hein, donc, mais il y a des limites qui sont fixées, parce qu'il y a aussi donc, les déclarations des entreprises qui doivent se faire pendant les heures de fermeture, des choses comme ça. Tu ne peux pas annoncer donc, un contrat en pleine journée. Enfin, si ça tu peux déjà, mais les communications du bilan se font donc après la fermeture ou avant l'ouverture. Donc c'est pareil. Donc si une boîte veut mettre le grappin sur l'autre, ça ne se fait pas en pleine journée. Hein. 2 heures de l'après-midi, il y a la BNP qui va racheter le CIC ou des choses comme ça. Tu vois. Ça se fait toujours en dehors. D'accord, mais à partir du moment où tu dis, ok, ça tourne pas le week-end, et que tu dis, mais même si tu fixes un prix, d'abord j'aimerais bien savoir par rapport à quoi on va fixer le prix. Oui, alors donc, comment tu vas maintenir le prix? Parce que si les banques ne travaillent pas le week-end, que tu fixes sous mon prix, il va se passer quelque chose le week-end, que tu aies fixé le prix ou pas. Bah non. Justement non. Si tu fixes le week-end, tu peux pas empêcher les gens, le retail, il faut pas négliger le retail, il faut pas négliger les fonds d'investissement, qu'eux ils s'en foutent, les ordres ils peuvent en mettre quand ils veulent. Hein.
Et tous ces fonds-là qui ont quand même, qui sont pas pauvres, si on arrive le week-end et qu'ils disent il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, alors ça risque d'être plus volatile, moi je vais aller en acheter. Mais tu ne peux pas empêcher des gens d'en acheter ou d'en vendre. Donc comment tu ramènes les fonds pour acheter, donc pour enrichir leur portefeuille ou pour alléger leur portefeuille, ils ont besoin que la bourse soit ouverte et elle ne sera pas ouverte. Je ne t'entends plus, Philippe. Les bourses ne sont pas fermées en même temps et pas toutes ouvertes en même temps. Hein. Ouais, j'ai pas entendu, il y avait une coupure là. Les fonds ne sont pas tous ouverts ou fermés en même temps. Enfin, les bourses, ouais, ils ne sont pas toutes ouvertes ou fermées en même temps. Oui, mais à un certain moment donc, de la semaine, donc il y a, je dirais, de 22h chez nous jusqu'à 1h du matin, donc il ne se passe strictement rien, c'est zéro. Hein, c'est zéro. Dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier, hein, c'est-à-dire chez nous il est 22h, il y a le Nasdaq qui ferme et Tokyo ouvre à 1h du matin. Voilà. Et donc entre les deux, il n'y a rien. Ouais. Ouais, Et le week-end, c'est pire. Et donc, comme j'expliquais aussi à Cédric sur Facebook, les pires moments, donc il faudra aussi qu'il y ait une certaine stabilité sur l'année. Ça veut dire, quand on parle des 6 000 milliards par jour, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des jours à 2 milliards et il y en a d'autres à 35. Tu vois, donc c'est colossal comme truc, comme écart. Ouais. Les deux moments, les deux extrêmes se passent pratiquement dans la même semaine. C'est-à-dire le vendredi avant Noël, c'est là que tu as le plus d'activité. Le vendredi après-midi avant Noël, tu as vraiment les marchés qui explosent de tous les côtés. Et après, à partir de minuit, on rentre dans ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, qui dure jusqu'au 2 janvier, si c'est un jour ouvrable. Et entre les deux, c'est hyper calme. Et donc, tu as cet énorme pic le vendredi après-midi, et tu as tout de suite derrière le 25 décembre à 5h du matin, où c'est vraiment mort sur la planète. Il n'y a vraiment strictement rien. Ouais. Je veux bien, Marcus, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Que tu aies fixé un prix ou pas, si tu dis que les bourses s'arrêtent, elles s'arrêtent pour tout le monde. Donc, même si le XRP n'est pas fixé, comment veux-tu que le prix chute, puisqu'il n'y a personne qui travaille ? Ben justement, donc, puisqu'il n'y a personne qui... Il n'y a pas de demande, hein, c'est-à-dire... il n'y a pas d'offre non plus. Il n'y a pas d'offre non plus. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de... Ben si, l'offre elle est là. Le prix ne bouge pas. Ben non. Mais si. T'as 500 milliards de XRP qui sont disponibles, il n'y a personne qui en demande pour faire de l'ODL. Il y a 100 milliards, ou 50 dans le circuit, 50 milliards d'offres, et de l'autre côté, il n'y a pas de demande. Les 50 milliards sont là. Ce que tu as en portefeuille, c'est une offre. C'est disponible. Mais il n'y a personne qui veut, hormis un trader, peut-être aux États-Unis ou en Europe, ou je ne sais pas où. Je t'entends plus. Ouais. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire que toi... Mais non, mais l'offre, c'est pas forcément. Même si tout le monde... ça veut dire que tous les gens qui ont du XRP, le week-end, s'il n'y a plus de volume, tout le monde va vendre. Mais non, c'est pas ce que je dis. Ça ne change rien par rapport à aujourd'hui pour toi ou pour moi. Si tu veux acheter, tu achètes. Si tu vends, tu vends. Par contre, donc, tu n'auras plus cette forte demande venant des banques, des institutions financières et des bourses. Hein, donc, non, parce que ça ne change pas grand-chose, parce que la demande la demande ODL, elle est nulle. Elle est nulle. Ça veut dire que la demande à une offre de l'autre par une autre institution. En fait, c'est le volume qui augmente. Bien sûr. Et plus tu as de volume, plus tu fais monter le prix. Le volume. Le volume, en tant que tel, il va faire monter le prix à partir du moment où tu n'as plus assez de tokens pour pouvoir payer sur les cahiers d'ordre. Tu pourrais tout le monde, si tu as assez de tokens, tu t'en fous. Tu pourrais pouvoir faire circuler 3 trillions et si tu as des milliards de tokens et qu'il est à $1 et qu'il y a assez de liquidité, c'est bon. À partir du moment où tu n'as pas assez de liquidité, il te manque des tokens, il est clair qu'à ce moment-là, ton prix va monter ou que quelqu'un a décidé de le vendre plus cher. Mais si tu le vends plus cher, c'est parce que tu ne trouves plus personne pour t'en donner. Ça veut dire qu'il en manque. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton prix monte. Mais globalement, quand en 4 secondes, le prix,
tu n'influes pas sur le prix. Une transaction n'influe pas sur le prix. C'est l'ensemble des transactions et le volume qui est créé qui crée comment dire, la rareté du jeton parce qu'il est utilisé par le volume créé par toutes les entreprises. Si ce volume tombe d'un coup, il ne changera que si tous les gens, par exemple, estimons, à cause du volume, c'est monté à $100. OK? Donc, toi, maintenant, et tu dis, par exemple, le week-end, tu dis, maintenant, si ça s'arrête, ton truc, c'est de dire, si le prix s'arrête le week-end, tout le monde va, si le volume s'arrête le week-end, tout le monde va vendre et le prix va chuter. Je dis, OK, très bien, parce que les gens vont te dire, ah ben, génial, moi, c'est à $100. Mais alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant la semaine? Parce qu'ils auraient très bien pu le faire. Maintenant, ce que je peux comprendre, si c'était vraiment un problème, ils pourraient suspendre les cours. Simplement. Il dit, le week-end, on suspend les cours, point. Et vous ne savez plus vendre ou acheter du XRP le week-end parce qu'il y a un décret qui le dit. Tu vois, c'est possible, j'en sais rien moi, hein, mais tu pourrais très bien déclarer. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas suspendre le cours parce que les dernières opérations, donc le bénéficiaire il attend son argent. Sinon, c'est pas la peine d'utiliser ODL. Mais, parce que si tu suspends le cours, ça veut dire. ODL, tu n'en as pas le week-end. ODL, tu n'en as pas. Tu le dis toi-même. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ODL le week-end. ODL fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. Oui, il fonctionne, mais pas avec le même volume, c'est ça que tu veux dire. Ah, pas avec le même volume, ça c'est clair. Tout à fait. Et donc, si le week-end approche, tu ne peux pas dire à partir de 17h, donc si vous avez fait votre opération à 16h59, vous êtes crédité dans 3 jours. Vous attendez le lundi. Moi, je ne pense pas que le volume diminue d'un coup dans l'ODL, que ton prix va forcément chuter. Si, parce que... Donc, 2 jours, je pense à 60%. Parce que là, il faut que l'opération... Tu ne crois pas? J'ai pas compris, il y avait une micro-coupure. Tu dois en vendre du XRP pour faire chuter le cours. Je veux dire, c'est comme du Bitcoin, quoi. Il faut déjà y aller, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Donc il faut aussi en acheter pour le faire monter. Après, donc tu sais, si tu regardes bien, donc il y a 50 milliards qui sont disponibles. Donc déjà les miens ne sont pas disponibles. Les tiens, est-ce qu'ils sont disponibles? Il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles. Hein. Oui, ça c'est quand même. Je veux dire, je ne sais pas. Je doute que. Alors j'ai pas la solution. Je suis d'accord avec toi. Il faut savoir comment prendre pour dire, bon, ok, si le week-end on arrête les transactions avec les banques, qu'est-ce qui se passe pour ODL? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que on a un souci au niveau du prix? Moi, je pense que, est-ce que tu vas pas répondre à ma question, c'est comment est-ce que tu fixes? Parce que j'aimerais voir l'autre côté alors, pour pouvoir comparer. Attends, déjà, attends, juste un point. Parce que tu dis, oui. si tu arrêtes ODL le week-end, les Western Union... Que tu diminues le volume le week-end, je peux bien le comprendre. Et que ça pourrait poser un problème, parce qu'évidemment, comme tu n'as plus personne qui fait de transaction, voilà. Le moindre ordre pourrait faire varier le prix. C'est ça que tu veux dire. Exactement, ouais. Alors, déjà, donc, c'est pas le moindre ordre qui va faire varier le prix, c'est déjà quand les transactions s'arrêtent. C'est-à-dire, tu as les dernières transactions, donc imaginons ta Total qui va régler une facture au Koweït, donc 1 milliard, ils le font à 16h59, et tu peux pas dire donc à 17h, donc non, ça vous attendez jusqu'à lundi, hein, donc ça doit se faire de suite. Hein. Et donc, à partir du moment où les dernières opérations sont réglées, c'est-à-dire on vend du XRP pour transformer en dirham ou je ne sais pas quoi, donc il y a plein d'XRP qui va arriver sur le marché et ça va faire écraser le cours. Ce n'est pas possible autrement, Philippe, ce n'est pas possible autrement. Et le lendemain, donc dans l'autre sens, ça y est, les premières opérations arrivent et de plus en plus dans la journée, ça fait grimper le cours. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Tu très sceptique sur la façon dont tu décris le fonctionnement de l'échange, parce que si tu as acheté l'XRP d'un côté et que tu le revends dans les 4 secondes, tu ne peux pas avoir d'influence sur le prix. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le temps. C'est en 4 secondes. Oui, mais à un moment donné. Tu as racheté, tu vends derrière, ton XRP, il n'a pas bougé. Bon, la seule chose qui a bougé le prix, c'est éventuellement qui peut faire un peu rebouger le prix derrière, c'est l'arbitrage. Mais je ne vois pas qui lui va combler le spread entre les deux échanges, si jamais il y en a un. Mais c'est tout.
je vois pas le. Quand EDF, pour l'instant, ne change pas grand-chose au prix. Tant que tu n'atteins pas, là je suis d'accord avec toi, tant que tu n'atteins pas un volume suffisant qui provoque la raréfaction du token, et qu'à ce moment-là, comme il n'y en a plus, forcément, si on rajoute encore du volume, il va falloir faire monter le prix d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair, mais et que le retail à ce moment-là qui vient, et par exemple les rémittances ou d'autres choses qui viennent rajouter du volume, eux vont commencer à faire monter le prix, qu'il y ait peut-être d'autres use cases qui fassent encore monter le prix derrière. Et c'est vrai que j'ai du mal à concevoir que si on fait ODL et qu'on a, ça augmente petit à petit, parce qu'en fait, moi je ne te fais que de décrire ce que j'ai entendu de la part de chez Ripple Labs. Ils n'ont jamais dit, ils ont toujours dit, on commence petit avec les rémittances, maintenant on va s'attaquer petit à petit et on va faire grandir le réseau ODL partout dans le monde, et on va essayer d'avoir un équilibre global avec toutes les liquidités qui doivent être réparties partout dans le monde. Une fois qu'on a ça, on peut commencer alors à attaquer les banques et d'aller plus loin et voir même les CBDC. Donc leur objectif, c'est vraiment d'aller de plus en plus loin. Donc, si tu dis qu'on a un gros problème le week-end, ce que je veux bien admettre, parce que moi je ne suis pas un expert, et je dirais, bon, ok, même si ça me fait tiquer, mais bon, ok, admettons, je dis, ok, mais même si tu fixes le prix, comment est-ce que tu vas fixer le prix? Et quel prix tu vas fixer? Alors, donc, quel prix je n'en sais rien. Donc, ça, ce sont les intéressés qui vont le fixer. Et donc, comment vont-ils faire? Donc, j'expliquais aussi à Cédric que l'escroc, c'est un problème. Hein. Donc, je vois que tu parles, je sais pas, mais je n'entends rien. Ouais. Moi non plus, j'entends rien. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? On n'entend rien à quel niveau? Maintenant, ça va. Donc, oui. Ouais, donc je sais pas, je commençais à parler de l'escroc. Ouais, donc vous avez entendu ça? Oui, vas-y. Très bien. Ouais. Donc oui, avec Cédric, on parlait aussi de l'escroc. Hein. Donc l'escroc pose un problème tel qu'il est aujourd'hui, hein. Ne serait-ce que pour la banque de Ripple, donc bientôt qui va rentrer au Nasdaq, hein, puisque l'introduction au Nasdaq, autrement dit, c'est une vente de la société. Donc Ripple, qui appartient aujourd'hui à quelques personnes, on ne sait pas trop qui c'est, va être vendue au public. Ouais. Et donc, que va devenir l'escroc dans tout ça? Ouais. Donc, comment peux-tu fixer le prix d'une action, sachant qu'il y a 42 milliards ou 45 milliards encore dans l'escroc? Donc, parce que si tu fixes un prix d'action, donc forcément, l'escroc, il est dedans. Hein, donc, ça pose problème. Ouais, donc comment veux-tu fixer un prix? Donc, je voyais, en fait, et d'ailleurs, toi aussi, tu l'avais dit, hein, donc à un moment donné, l'escroc est déjà attribué plus ou moins aux banques d'une manière officieuse. Tu maintiens cette position? Je ne sais pas si c'est attribué aux banques ou d'abord je ne sais pas s'il est attribué à quelqu'un. Je n'en sais rien. Ça c'est un fait. J'en sais rien du tout. Alors, c'est mon best guess. Je dirais que d'un point de vue économique, je trouve l'escroc intéressant parce qu'il permettrait de créer une inflation fictive en termes de liquidité sur la blockchain. Quand tu fais un release de quelques pourcents par an du nombre de tokens, en termes de quantité de tokens qui sont libérés, ça ressemble un peu à une inflation, si tu veux. On est d'accord ou pas? Une inflation donc dans ce qui est en circulation, tu veux dire? Oui, tu simules une certaine inflation du token qui permet, si tu veux, parce que pour l'instant ça ne se sent pas parce qu'il est à 0,5 $, mais admettons qu'il est à 100 $, tu en libères 1 milliard par mois, ça fait un paquet, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, donc, c'est pas qu'ils vont tous être vendus, mais au plus le prix va monter, au moins on va acheter Enfin, il faut aussi compter que, bon, c'est un peu compliqué parce que, comme j'ai lu dans le chat, il n'y a toujours que 1% de la population qui est dans la crypto. On n'a pas encore de régulation pour les cryptos en général, donc on ne sait pas vraiment quelle est la demande réelle. La demande réelle de...
c'est un peu compliqué. On peut supposer que si on atteint 10-15% de la population et qu'on a une régulation sur le système, qu'on va avoir une très très forte demande sur les cryptos. Ça me semble assez clair. Donc cette forte demande fera monter le prix d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est évident. Et on peut s'attendre à des prix qui sont bien supérieurs à ce qu'on observe maintenant pour la crypto en général. Et je pense qu'on peut, si on pourrait faire x10, on ne prendra même pas de risque. Mais je me demande si, une fois qu'on a un prix, allez, tapons un prix à $100 pour le XRP, il faut se rendre compte que si on en libère quand même 1 milliard, on ne va pas vendre le milliard. Il est évident que même s'il est libéré pour le marché, on va peut-être en vendre, je sais pas moi, on va en vendre pour quelques milliards. Ça veut dire, si on divise par 100, ça fait, je sais pas moi, ça va faire quelques dizaines de millions de XRP qui vont être vendus, voire peut-être 100 millions, où on va remettre les 9 dixièmes dedans. Mais si tu fais comme ça, on est parti pour... Il va falloir des dizaines. Et je me dis, une manière, si tu veux, d'apporter de la liquidité continue dans le système, un peu à l'instar pour l'instant du Bitcoin qui est miné tous les X temps et qui apporte de la liquidité dans le système et qui évite, je pense aussi d'abord, une montée du prix trop importante, parce que c'est vrai que s'il y a moins de tokens, surtout dans ces prix-là, eh bien, et qu'on aurait quelque chose de tout à fait fixe, le prix pourrait monter beaucoup plus vite. Donc je pense que ça permettrait d'avoir une courbe de prix qui monte de manière de façon plus lisse, on va dire ça comme ça. Ça n'empêcherait pas de monter assez fort, mais je pense que ce serait plus lisse. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il vaut mieux que ça monte lentement et sûrement que d'un coup. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Pour une économie, en général, quand ça monte très fort, ça redescend très vite derrière. Pour l'instant, j'ai pas encore vu autre chose. Que ce soit dans l'économie normale ou dans les cryptos, on a tous connu les crashs qui ont suivi les montées fulgurantes. C'est toujours arrivé comme ça. Donc, je pense qu'une montée plutôt sereine est intéressante. Parce qu'il faut voir dans les cryptos, c'est du long terme, hein, les gars. Et pour ceux qui ont déjà été voir le site que j'ai fait, là, CryptoCalc, les gars qui ont fait l'étude, ils ont dit que l'horizon, il est quand même à 2030. Hein. Et ils l'ont fait en 2017, le truc. En 2018. Donc, ils disaient, ouais, vous savez, quand les prix vont commencer à se stabiliser, c'est plutôt 2030. Et je pense qu'ils ne savaient pas qu'on aurait autant de problèmes à avoir une régulation. Parce que tout le monde croyait qu'on aurait une régulation, allez, déjà il y a 2 ans. Hein. Oui, déjà en 18. En 18. Il n'y a pas de souci, c'est l'année prochaine. Puis là, non, en fait, finalement, on se dit, bon, non, 2021, et puis on se dit, ouais, 2022, enfin, on n'y est pas encore. Hein. Moi, je pense que la régulation, ce ne sera pas avant 2023-2024 minimum. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que la plupart des plans pour les CBDC, c'est 2025. Et donc, ils doivent être prêts pour les régulations en 2025. Ça, c'est sûr. Donc, au plus tard, à mon avis, les régulations arriveront en 2025. Et c'est possible que ça arrive avant, mais pas pour les XRP. Peut-être que pour le REC, pour le XDC, pour tout ce qui n'est pas lié aux banques, peut-être. Mais pour les autres, pour les XRP, des trucs comme ça... Je crains qu'on doive encore attendre un certain temps. Mais bon, allez, je fais l'oiseau de mauvais augure, mais c'est un peu ma marque de fabrique. mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on essaye de se dire, ouais, mais ok, même si les banques veulent fixer un prix, ok, on ne sait pas fixer le prix. Je suis d'accord avec toi, Marcus, que on n'a pas de possibilité. Mais si tu veux fixer le prix, j'avais pensé à un truc pour fixer le prix. Vas-y. Oui, donc ça pourrait être les comptes Nostro. Oui. Voilà, donc ça représente 27 500 milliards donc qui sont bloqués actuellement dans les comptes Nostro, donc 27 500 milliards de dollars qui sont bloqués en permanence. Donc voilà, c'est-à-dire les banques participantes, bon, c'est de la théorie, hein, tout ça, hein, donc bien sûr c'est pas différent. J'ai simplement essayé de trouver une solution, comment on pourrait régler ces questions, donc ces points sur lesquels nos avis divergent d'ailleurs. Donc je pense que Ripple doit se débarrasser de cet escroc et ils doivent s'en débarrasser gratuitement.
ce n'est pas possible. Qu'il fasse un burn, quoi. Hein? Qu'il fasse un burn? Non, non, je n'y crois pas. Je ne le souhaite pas, d'ailleurs. Ouais. Mais ça pourrait arriver, pourquoi pas. Le 2 pourquoi pas. Donc, pour moi, imaginons donc que XRP arrive à 10 $. Ça veut dire que Ripple serait assis sur une fortune de 450 milliards de dollars. Ça veut dire, ouais, ça veut dire demain ils achètent la moitié de Tesla ou ils achètent McDo plus Renault plus Peugeot plus je sais pas quoi. Ouais, donc, en fait, sans rien faire, tu vois. Donc, ils pourraient racheter plein d'entreprises et ça pourrait créer, dans le monde économique, ça pourrait créer des problèmes, en fait, cette fortune. Je crois pas, Marcus, je crois pas, parce que d'abord, c'est un escroc et Ripple Labs, en tant que tel, n'a pas accès à l'escroc. Ça, c'est oui, mais progressivement, ils auront accès. Dans 5 ans, ils auront tout liquidé. Chaque fois, hein. Comment? Ils pourraient ne pas le faire, mais je suis pas sûr que... C'est pas eux qui le font. C'est une autre société qui s'appelle XRPL2 LLC. Et automatiquement, je pense que tout ce qui n'est pas vendu, automatiquement, est remis en escroc. Donc, je pense que... Alors, non, ils pourraient dire, oui, on ne le remet pas en escroc. Oui, voilà. Ouais. Bon, je pense que là, c'est vrai que ça pourrait poser un problème. Et je crois que, à mon avis, s'ils veulent les rêver, tu as raison, ils devront donner des garanties. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Donc c'est pour ça je pense que le prix sera fixé donc à l'avance. Donc combien, je ne sais pas. Hein. Donc ça pourrait être, je sais pas, 20, 50, 100, 200, 500. Je n'en ai pas la moindre idée. Hein. Bon, en tout cas, il faudrait que le montant soit assez élevé. Hein. Oui. Et donc les jetons qui sont dans l'escroc, ils arrivent dans une sorte de pool bancaire, donc qui serait contrôlé par le FMI par exemple, ou donc les banques d'État, les banques centrales, donc auraient une partie en fait. C'est le cas aujourd'hui avec les DTS, les droits de tirage spéciaux du FMI. Donc c'est de l'argent en fait que le FMI détient, et donc il y a une partie, un certain pourcentage qui est en yens, un pourcentage qui est en euros, un autre en truc en dollars canadiens, dollars US, etc. Tu fais du XRP un stablecoin alors? Comment? Tu fais du XRP un stablecoin? Non, mais monnaie stable. Monnaie stable, ouais. C'est-à-dire donc. Tu maintiens comment? C'est-à-dire l'intérêt pour le spéculateur, il n'y en aura plus, hein, en fait. Ouais. Ou alors, donc, peut-être sous forme de... Tu mets le prix par rapport à quoi, d'abord? Tu dis, ok, ça vaut... Mais si le dollar se crache, il vaut quoi maintenant, alors, ton XRP? Le prix change, alors? Alors, donc, un XRP vaudra toujours un XRP, hein, ça c'est clair. Par contre, si oui, donc si le dollar baisse, donc il y a une autre monnaie qui va monter en fait, tu vois. Donc si le dollar baisse, il y a l'euro qui va monter. Hein. Donc si le dollar baisse, il y a la livre sterling qui monte ou le yen qui baisse et puis l'euro qui monte. Il y aura toujours une balance entre les deux. Oui, mais ça veut dire que ce que tu fais, c'est que tu dis ok, le XRP, c'est par rapport, c'est comme un TS où tu dis voilà, il est basé sur un panier de monnaie, et voilà sa valeur qu'on fixe à 500 $, et on va chaque fois calculer par rapport à la valeur de monnaie. Mais, voilà, ouais. Donc on a bien fixé un jour le prix de l'euro. On a bien fixé un jour le prix de l'euro, on est parti de rien. Donc l'euro c'était 1,55 957, non 6,55 957 francs français. Hein, ouais. Donc il fallait 6,55 957 francs français pour avoir 1 euro. Donc on est parti de rien. Et ça pourrait se faire aussi pour rien, on s'est quand même basé sur le... oui, enfin on s'est basé sur la plupart des monnaies existantes en Europe. Et on a dit voilà, on va dire que ça vaut X fois celui-là, X fois celui-là, X fois celui-là. Mais bon, on part d'une base, puisqu'ils sont les fiat. Et on a fixé un ratio par rapport aux monnaies de fiat qu'on a inventées. Donc toi, ce que tu dis, et on va faire la même chose pour le XRP. On va faire comme un euro, on va fixer un prix en disant que par rapport aux 5 ou 6 grands monnaies mondiales, ça vaut X machin, X bazar, X truc. C'est ça que tu veux dire.
Voilà, oui, grosso modo. Mais je verrai quand même plus que 5 ou 6 monnaies mondiales. J'en verrai plus 1. Hein. Maintenant, oui, d'accord, mais ça veut dire que derrière ça, tu dois trouver des mécanismes, même si tu dis que tu fixes un prix, par exemple, à $500, sur le prévon, après, tu dois t'arranger pour maintenir ce prix, parce que il va être échangé, parce que derrière tu as quand même t'as l'ODL qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire, qui sont sur là, on s'échange à un certain prix, le XRP. Or, il y a des gens qui vont vouloir acheter à un prix plus bas et d'autres qui vont vouloir vendre un peu plus haut. Donc, le prix du XRP en tant que tel, par rapport aux autres monnaies, va fluctuer. C'est ça que moi j'ai du mal. À un moment donné, si tu le mets trop haut, tout le monde dit, moi ça m'intéresse pas de faire d'ODL, moi ça m'intéresse de le vendre tout court. Et tu pourrais très bien avoir une chute de la valeur du XRP. Peut-être pas, hein, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Hein, donc, mais comme dit, à un moment donné, tous les investisseurs qui ont des milliards de XRP, ils vont se dire, moi j'ai pas envie de à 5 $, moi je vends tout. Hein. Je vais pas me faire chier. Quand même, qui va faire la contrepartie? Peut-être que le particulier vendra parce qu'il a acheté à bas prix, mais donc les institutions financières ne le vendront pas. Donc ils ont acheté leur XRP, c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est de l'or, c'est un stock de quelque chose qui serait conservé quelque part. Donc ça veut dire que toi tu voudrais que l'escroc devienne un pool mondial, comme réparti dans les différents pools, ou un ensemble de pools gérés par exemple par Polysign, on va dire ça comme ça, que les transactions ODL qui ont besoin de liquidité aillent se servir en instant pour pouvoir faire leur transaction. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc pour répondre à ta question, une valeur à $300 et que pour que ça fonctionne bien, ou peut-être 100, hein, on ne sait pas, pour que ça fonctionne bien par rapport au transfert qu'on doit faire par jour, et donc on fixe ce prix-là, et nous, comme on a les 95% du XRP, on ne le vend pas, et ceux qui veulent jouer sur les 5%, c'est leur problème, mais ça ne changera pas le prix. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi avec le dollar. Hein. Donc tu as le dollar qui fluctue un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse, ou tu prends l'euro ou n'importe quelle monnaie. Et ce sera pareil avec le XRP. Donc il n'y aura pas d'écart considérable, puisqu'il n'y aura pas de gros achats, de grosses ventes. Donc le principe serait donc que les banques centrales soient propriétaires de ces XRP. Il pourrait même y avoir des compagnies d'assurance ou des banques privées, style BNP ou Deutsche Bank, ou je ne sais pas qui. Donc chacun a un petit peu. Et donc ce serait déposé chez Polysign, ça pourrait être sous... Voilà, je dis Polysign comme si je disais autre chose. Hein. Ça pourrait être sous contrôle du FMI. C'est l'objectif de Polysign, de faire du custody de... Tout à fait. Oui, je sais. Le token en temps réel. Donc, oui, je sais. Mais donc que ce ne soit pas sous le contrôle de Ripple ou de Polysign, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un contrôle donc de la part du FMI, que seul le FMI en fait puisse contrôler ça. Polysign fait juste du custody. Hein. Comment? Polysign ne contrôle pas, enfin c'est pas lui, il fait du custody. Oui, et c'est contrôlé par qui? À mon avis, ça dépendra de la régulation. Aujourd'hui, c'est des... Aujourd'hui, ça doit se mettre en place. Je pense que c'est pour ça que je dis que ça prendra un temps dingue. C'est qu'ils doivent mettre en place un cadre législatif qui va aller autour. Oui, mais donc imagine, Polysign existe déjà plus ou moins. Donc aujourd'hui, ce serait contrôlé par Ripple, non? Ah non, Ripple n'a rien à voir avec Polysign. Non, ou Ripple XRP Labs. Non, c'est un... c'est une société à part entière qui n'a aucun lien. Bon, aucun lien. D'accord, ouais. Enfin bref, il faudrait que ce soit sous le contrôle du FMI. Alors, donc, gérer des milliers de milliards, si c'était le cas, et de ne pas répondre à une régulation quelconque. Hein, ça me semble évident. Oui. Donc, tel que je le vois, imagine, tu as un transfert de la BCE, donc de la France vers les États-Unis. Les XRP ne seraient pas à la BCE ou à la Fed. Ça veut dire la BCE irait chercher en fait les XRP qui sont en stock. Donc ils achètent du XRP
ils font le transfert vers les États-Unis et qui les rend à Polysign. C'est-à-dire, parce que le problème aussi là se poserait, il y a des pays qui ont plus d'entrées et d'autres qui ont plus de sorties. Tu t'imagines que le Koweït, c'est plus de l'argent qui rentre et il y en a peu qui sort. Donc au bout de 3 ans, tu auras tout le fric de la planète qui serait au Koweït si tu ne règles pas ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, Ah, une urgence. Moi, je suis toujours là. Ouais, il s'est levé, il était assis, il vient de se lever, une urgence, sûrement. Voilà, il est de retour. Ah d'accord, ouais. je suis là. Non, je réfléchissais à la façon dont tout ça devrait être mis en place. Et je regardais un peu sur le chat parce qu'il y a des choses intéressantes qui se disent. Il y en a qui disent que $100, c'est pas possible. C'est vrai que ça représente quand même pas mal d'argent, mais je vous enjoins à aller voir, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait un site, je n'ai aucun mérite sur le calcul. C'est une étude qui a été faite par 2 chercheurs de l'université de Stanford sur la prédiction des valeurs pour un token dans le futur. Et ce que j'ai fait, c'est simplement un programme qui reprend leur calcul, où j'ai intégré les calculs, et on rentre simplement les données. J'ai donné beaucoup d'explications sur le site même sur comment fonctionnent les différents paramètres, et vous pouvez, en fonction de la demande, comme on parlait de la demande de volume, et de la demande d'échange et de la demande de sauvegarde, vous pouvez calculer, enfin, rentrer d'autres paramètres aussi, mais vous pouvez calculer quelle sera la valeur du XRP en 2025, en 2026 et des choses comme ça, sur base d'une date où on estime que la valeur maximale sera atteinte. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, vous pouvez aller voir ce site. Peut-être que, comment il s'appelle, Julien pourra vous mettre le lien quelque part. Oui. Moi, je trouve ça très intéressant, non seulement pour jouer avec, parce que je trouve ça assez ludique, mais en même temps, ça permet de comprendre quels sont les enjeux en termes de demande et de volume qui sont nécessaires. Et c'est vrai que pour atteindre des montants qui sont au-dessus de $100, il faut quand même déjà des gros volumes. Ce ne sont pas des volumes impossibles à atteindre, mais il faut se rendre compte que quand on voit que maintenant, on est juste pour l'ensemble de la crypto à 1 trillion, à 1000 milliards, et qu'il a fallu 10 ans pour y arriver, quand vous vous dites que nous, on va gérer 5 trillions, 12 trillions par jour pour une crypto, je veux bien l'espérer, hein, mais j'ai un peu de mal à croire que ça va arriver en un jour, quoi, ou en un an. Je crois que ça va mettre du temps, parce que les banques sont frileuses, parce que les institutions ne font jamais rien sans tester 10 fois, et surtout dans ce monde-là, Marcus pourra en témoigner. Et donc, Oui, tout à fait. et je crains que ça ne prenne quand même du temps. Donc, ça ne veut pas dire volume avant ce moment-là, mais maintenant, il y en a qui ont dit, hein, je ne sais plus qui avait dit à un moment donné, qu'ils vont ouvrir les robinets d'un coup et qu'on va avoir le prix qui va monter, d'un coup, ça va se retrouver en haut. C'était un gars qui était vraiment très bien placé dans le moment, donc il avait dit. Il y en a d'autres qui ont dit le contraire, donc c'est un peu comme le vaccin, on trouve tout et son contraire sur Internet. Mon sentiment, c'est que ça va, quelle que soit l'issue, je pense que de toute façon, un jour, mais je ne sais pas quand, le XRP aura un prix élevé, ça c'est sûr. Mais moi personnellement, j'ai du mal à croire que ça se fera. Ça peut être un prix fixé si c'est fait par les banques et que c'est les banques qui prennent tout. Je pense que la théorie de Marcus tient debout. Si on considère que c'est le FMI qui va tout reprendre ou la Banque mondiale ou je sais pas qui, et qui est escroc et qui va dire bon voilà maintenant on a de l'argent, on a des tokens pour nous tous pour faire tourner notre système et puisque maintenant on a un cadre de régulation et que tout ça va fonctionner et donc on a besoin de ce prix-là d'après nos experts et on fixe je sais pas le prix à $50 et ça peut monter en fonction des besoins. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais ça demande une condition. Il faut que les banques considèrent le XRP comme le pool mondial, il faut que ce soit donné à quelqu'un qui fixe un prix, il faut que, enfin, s'il y a
beaucoup de conditions, quoi. Et on en a pas encore. Hein. Alors, moi, je perds. Mais... Tout à fait, Philippe. En fait, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, il y a comment fixer le prix et donc l'adhésion des banques. L'adhésion des banques sera longue parce que donc il faut tester, il faut vérifier. Il y a des dizaines d'opérations, des centaines, des milliers d'opérations qui sont faites en test dans divers pays, en aller, en retour, les analyses, voir si tout est correct, si personne ne peut rentrer dedans pour des inconnus, tu sais, pour vérifier. Ils vont tout vérifier, décortiquer. Caractère par caractère, du début jusqu'à la fin. Il faut du temps. Ouais. Par contre, ça c'est une chose. Par contre, cette partie-là ne se fera pas si le prix n'est pas réglé. Il faut d'abord régler la question du prix et après, donc les organismes financiers, le FMI pourraient y venir. Ouais. Et donc, cette histoire Attends, juste encore un truc là sur le prix, sur le cours. L'histoire du cours doit être réglée, à mon avis, hein, donc je peux me tromper, avant l'introduction en bourse. Cette histoire d'escroc doit être réglée avant l'introduction en bourse. L'introduction en bourse ne peut pas se faire avec l'escroc tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est un strong call, ça. C'est peut-être aussi donc les motifs donc qui ont poussé la SEC à intervenir fin décembre l'année dernière. C'est peut-être le motif caché du truc. Hein. On voit un lien à ça. Hein? Comment? On voit un lien entre le fait que la SEC est attaquée, pour dire pas tellement pour gagner contre Ripple, mais plus pour faire en sorte qu'il y ait une régulation. Oui, enfin, régulation, certainement, mais surtout pour régler ce problème d'escroc. À mon avis, ça doit leur déplaire que cet escroc soit entre les mains de Ripple. Ouais, mais t'as pas parlé de l'escroc pour l'instant. Non, mais t'as pas besoin d'en parler. Ouais, mais c'est par voie détournée, hein, donc ils vont pas le dire directement. Hein. Ouais. Ah ouais, peut-être que dans le cadre du réglage, du règlement, ils vont dire maintenant on veut qu'on la vente de XRP tous les mois comme ça, mais le problème de l'escroc. Ouais, c'est une éventualité. Hein. C'est une éventualité. Hein. Donc, oui, d'ailleurs, tu as suivi un petit peu les affaires là, ces derniers jours, donc à la SEC. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé hier? Apparemment, Inman va déposer ou il a déjà déposé? Alors, donc, il y avait donc, cette fameuse réunion, c'était quand? Mercredi vers 21h ou jeudi? Enfin bref, c'était il y a 3-4 jours. Et donc, c'était très intéressant parce qu'en fait, tu as un numéro de téléphone qui est communiqué, donc tu peux te connecter et écouter la conversation téléphonique, hein, quel que soit l'endroit de la planète. Hein. Il y avait beaucoup de monde qui a assisté. Et donc, voilà, donc ils avaient donné les arguments les uns les autres. Et puis, au bout d'une heure, 1h15, la juge Jeannette Byrne a dit « Ok, c'est bon, on va demander à Inman de déposer. Hein. » Donc, elle a tranché de suite. Hein. Alors, elle a dit « Voyez entre vous quand est-ce que ce sera possible. » Et puis, dans un premier temps, il était question pour le 23, donc mardi, je crois. Et donc, ça a été reporté au 27 à 23h. Oui, 27, oui. 27, oui, c'est 23h, heure française, ouais. Alors donc, bien sûr, je vais de nouveau me connecter. Hein, donc, enfin, à vrai dire, je ne me connecte pas directement dessus. Il y en a un qui fait ça très très bien. C'est Rob XRP, je crois que c'est un Canadien. Donc, il est Canadien, c'est ça, hein? Ouais. Oui, je crois, oui. Oui. Et donc, lui se connecte dessus, alors il fait des tweets, et puis bon, moi je les traduis, et puis je les fais suivre, en fait, ouais. Voilà, mais c'était très intéressant. Hein. Donc voilà, à ton avis, ça va se régler quand, cette affaire? On aura fini quand avec ça? D'après le... Comment il s'appelle la tournée, je sais pas comment il s'appelle, un jeune gars, un peu comme moi, un peu barbu, là. Même mieux, il a sa barbe mieux coupée que la mienne. Hogan? Jérémy Hogan? Ouais, Jérémy Hogan. Il avait dit que ça devait se régler pour lui au plus tard pour octobre. Octobre, d'accord. Ouais, c'est ce qu'il a dit au début. Que si ça traîne, la SEC ne se laisse pas faire, et que Ripple ne se laisse pas faire, et qu'il y a les calls et les machins et les brawls, a priori pour lui ça devrait se finir en octobre. D'accord, ouais.
Bon, donc déjà le jour où ça va se terminer, je pense que le cours va déjà faire un bond. Hein. Ah, à mon avis, oui. Ouais, Ça, ouais. c'est clair que Et là, c'est pour ça que je n'en sors pas. Alors donc hier aussi, je ne sais pas si tu as vu Philippe, il y a notre cryptomome, la maman crypto Esther Pierce. oui. Tu es au courant? Ouais, donc Non, je elle, comprends. avec quelqu'un d'autre, ils ont envoyé une lettre au juge, donc Esther Pierce, qui est à la SEC avec une autre personne. Les deux ont envoyé une lettre au juge disant que aujourd'hui, la crypto-monnaie manque de clarté. Donc en fait, ils vont dans le sens de Ripple, les deux, alors qu'ils travaillent à la Ah oui, SEC. Ouais, tu vois? oui. Ouais. Ah Donc oui, mais tout le monde, on n'est pas d'accord avec enfin, on ne connaîtra jamais les dessous de ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire que Clayton ait décidé de son propre chef. C'est une chose qui ne se fait pas, qui ne s'est jamais fait. Et s'il l'a fait là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas quoi, parce que je ne veux pas trop spéculer. Mais c'est quand même un acte qui est quand même, pour le moins, douteux. Comme ça. C'est clair et net. Hein. Ouais, donc, et je ne crois pas que Esther Pierce et les autres n'étaient pas du tout au courant. C'est le genre de choses qui se sait. Enfin, on va oui, c'est quand même la plus grosse société de la crypto. Parce que si on regarde au nombre d'employés, je ne sais pas combien, ils sont à plus de 300 employés. Ils ont. Qui Combien qui est à 300 employés? Ripple Labs. Je pense qu'ils sont à plus de 300. 500. Ils ont doublé là. Ouais, ils ont doublé. Ils sont déjà près de 600 employés dans le monde entier. Je pense que je me demande la deuxième société dans le monde de la crypto doit pas dépasser les 50, je crois, un truc comme ça. Donc, à l'époque, je crois que la deuxième, c'était 12. Mais enfin, c'était il y a quelques années. Donc, on peut supposer maintenant que la deuxième plus grosse est un peu plus haut, donc c'est pas plus que 50 à mon avis. Donc, elle est de loin la plus grosse société qui gère des crypto-monnaies dans le monde. Donc, si la SEC attaque cette société, il est clair que ça se sait, du moins au sein de la SEC. Donc, je pense que derrière tout ça, il y a probablement il y a une anguille qui se balade sous la roche, qui n'est peut-être pas aussi négatif qu'on peut le penser. Comme tu dis, il est très probable que cet acte ait été fait de manière à justement faire avancer. Et on verra bien où ça s'arrête, quoi. Mais je pense que s'il y a un settlement qui s'opère ou un juge qui tranche en octobre, peut-être qu'il pourra trancher plus tôt, mais peut-être qu'il y aura appel. Je ne sais pas s'il a le droit de faire appel. Je sais pas si je pars sur le règlement amiable. Hein. Ouais, s'il y a un settlement, à ce moment-là, c'est clair que ça aura une influence sur les cours de manière très immédiate, c'est sûr. Ouais. Mais de nouveau, ce sera un pump and dump, hein, parce qu'il n'y a rien de plus, à mon avis. Ouais, ça c'est moins sûr. Rapidement, mais très concentré. Oui, ça c'est pas sûr. Bon, ça va monter fortement, ça va redescendre, mais pas retrouver le niveau initial d'où on est parti. Hein. D'autant plus que ce sera. Oui, donc il y aura une envolée exagérée en fait, tout à fait. Oui, je pense. Oui, comme souvent. Hein. Comme souvent. Et donc c'est aussi pour ça, donc je sais bien que le marché est un petit peu déprimant en ce moment. Déprimé, pardon. C'est déprimant aussi, enfin bon, bien que ça ne m'affecte pas spécialement. Moi, je suis pas trop déprimé, hein, parce que quand tu vois les prix qui étaient atteints il y a 1 an ou 2, ça va, on est bien au-dessus. Hein. Je suis encore très content. Hein. Oui, tout à fait. Ben, au mois d'octobre, c'était 17 centimes. Voilà, c'est ça. Et là, on est quand même encore pas trop mal. Ouais. Et donc, mais aussi, tu peux aussi comparer par rapport à ce qu'il y avait il y a 3 mois où on était à 1,80. Hein. Ouais. Quand je pense donc, même si le marché est un petit peu déprimé, donc je ne vends pas parce que donc si jamais le règlement se fait, le règlement à l'amiable, ça peut venir d'un instant à l'autre et si tu es absent à ce moment-là,
Là, franchement, je m'en voudrais si j'étais absent à ce moment-là. Ouais. Et donc, comme on ne sait pas quand ça aura lieu, donc je reste. Ouais. Il y a les tech profits. Non, même pas. Non, même pas. J'attends. Je vais voir comment que ça évolue et puis on verra. Ouais. Moi, je me suis toujours dit que il faut se fixer un objectif. Les objectifs, c'est pas forcément uniquement de la vente. Ça peut être des transferts au sein même des cryptos. Ça peut être simplement dire je revends une partie dans un but particulier. Ça peut être simplement pour récupérer les billes. Ça peut être pour acheter quelque chose. Et on peut se baser sur un pourcentage, ou on peut vendre par échelon. Il y a plein de. Il faut vraiment se dire, avoir un plan qu'on se fixe en se disant, voilà, si j'atteins tel niveau, eh bien, mon objectif à moi, c'est par exemple, parce que tous les objectifs des gens sont différents, mais on pourrait supposer que quelqu'un dit, moi j'ai envie d'acheter un immeuble parce que ça me botte, et cet immeuble va coûter, je sais pas moi, 2 ou 3 millions, et donc j'achète des cryptos pour que si ça fait x100, j'obtiens ce montant-là, par exemple. Ben, le jour où on atteint les x100 et que ça fait le montant, ben, il va vendre, puisqu'il a atteint l'objectif qui s'est fixé d'avoir suffisamment d'argent pour acheter l'immeuble. Donc ça, c'est un objectif, par exemple. On peut avoir l'objectif différent de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre mes cryptos, puisque moi j'ai envie de vivre du staking et de vivre de la DeFi. Quand on se fait du 4-5% par an, pourquoi est-ce qu'on irait placer son argent ailleurs? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ma mise, ou récupérer 3 fois ma mise, ou 4 fois, peu importe. Mais je ne veux pas que ça dépasse, par exemple, 15% de mon investissement global, enfin 15% de la valeur globale de ce que j'ai ici. Voilà, on peut se fixer des objectifs. Il y en a des milliers qu'on peut se fixer, mais c'est vraiment, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on veut vivre une fois qu'on a atteint cet objectif et comment faire pour pouvoir continuer à vivre comme ça. Si on veut quitter son boulot, il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui rapporte de l'argent tous les mois pour qu'on puisse continuer à vivre sans boulot, par exemple. Et donc là, c'est quand même, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir en termes de prix du XRP ou de. Non, il faut se fixer un objectif en termes de valeur. Moi, je pense que c'est plus intéressant de se fixer un objectif en termes de valeur de portefeuille, sauf si on n'a que du XRP, évidemment. Mais même si on atteint une valeur de ce portefeuille-là, on dit, ben voilà, ça peut encore monter, ça peut descendre après. Qu'est-ce que je fais parce que j'ai atteint le montant de mon portefeuille qui m'intéresse pour l'objectif que je me suis fixé. Et ça, c'est une manière relativement simple parce qu'on atteint alors on appelle ça un trigger. En français, c'est un. Merde. J'ai oublié. J'ai oublié le mot. C'est comment ça? Voilà, c'est la gâchette où on atteint un seuil, voilà, qui permet de dire, ok, maintenant, c'est un déclencheur, voilà, qui permet de dire, ok, je passe mon déclencheur, je fais mon mouvement, et au moins on n'aura pas de regret, on aura atteint l'objectif. Après, ça continue à monter, c'est pas grave. Si il nous reste des tokens, bah, tant mieux. Si on n'en a plus, bah, tant pis, mais c'est pas grave, on a atteint l'objectif, et c'est ça qu'on s'était fixé. Et si ça redescend derrière, bah, tant mieux, parce qu'en plus, on a atteint l'objectif. Donc, quel que soit le cas de figure, on est content. Mais c'est à ça qu'il faut beaucoup réfléchir. Parce que dire, ouais, ça monte. Enfin, c'est bien, ça monte, mais moi, je m'en fous. Voilà. Non, c'est monté la fois dernière, ça n'a pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, bah, j'ai rien fait, tant pis, c'est redescendu derrière, c'est pas grave, j'attends. Voilà. D'accord. Ouais. Je crois on a fait un petit peu le tour. Julien, tu avais des questions? Non, moi je vous écoute, on a abordé pas mal de sujets. Donc, dans l'ensemble. Oui, après, donc, avec Philippe, donc, on n'a pas réussi donc, à trouver le juste milieu entre tout ça. Mais bon, on verra comment ça va évoluer. On pourrait avoir une certaine. Moi, ta théorie est tout à fait tient la route. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce qu'il y a, c'est que même si je pense que tu peux avoir quelque chose d'hybride, ça aussi c'est possible. Tu peux très bien avoir. Il fixe un complètement bas en se disant on va faire jouer après les échanges, les machins, en se disant qu'on peut travailler par échelon, par exemple. En disant voilà, on fixe le prix et rien ne les empêche après de refixer un prix. Il n'y a rien qui l'interdit. D'y aller par palier, tu veux dire. Donc c'est toujours possible, tu vois. Parce que quand tu fixes un prix, c'est difficile de savoir si tu as raison sur le prix ou pas.
comment tu veux ça? Ouais. Et surtout qu'on n'a pas tous les éléments. Le prix se modifie. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu peux te dire, est-ce que je le mets volontairement bas ou volontairement haut, parce qu'alors comme ça redescend un peu. Je sais pas. Et donc, il y aura probablement un peu des deux, où il y aura une influence probablement du marché, et peut-être qu'ils fixeront un prix. C'est pas exclu, mais ça demande quand même un gros investissement. Enfin, ça demande un enchaînement d'événements qui sont quand même assez forts, je pense. C'est-à-dire qu'il faut une régulation qui va dans le sens de la suppression de l'escroc. Il faut un transfert de l'escroc vers le FMI ou une organisation mondiale. Il faut que ce soit réparti dans des pools. Il faut qu'après, ça puisse être géré. Il faut la régulation qui le gère. Il faut que les banques l'utilisent derrière pour qu'on puisse fixer le prix et qu'ils se mettent d'accord entre eux. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de conditions, quoi. C'est peut-être pas les banques qui vont décider ça. Ce sera plutôt le G20 ou FMI ou une réunion comme ça, tu vois. Peut-être, oui. La Banque des règlements internationaux, la BRI, la BSI. Peut-être. La BIS, pardon. BIS. Oui, donc Julien, tu avais quelque chose de... Non, comme je te dis, moi je vous ai écouté, et j'aime bien les deux avis, je vous écoute, j'en apprends, je suis là pour apprendre et j'apprends plein de choses. Je vois qu'il y a eu quelques questions sur Flare Networks. Apparemment, ils ont repoussé à septembre. Ouais, le 27. Ils veulent faire des tests sur Songbird, qui est en soi apparemment une bonne nouvelle. Puisque Crypto.eri a fait sauter le champagne dans son live en disant que c'était un vrai token avec une vraie valeur et qu'on allait recevoir l'équivalent en XRP un peu comme Flare, donc gratos. Hop là. Donc ça on allait pouvoir apparemment, on pourrait le trader, je suis assez circonspect, mais que ça servirait d'abord à tester et que donc l'incentive c'est de tester et donc ça ferait monter le prix si on teste beaucoup et qu'on travaille beaucoup avec et qu'après on pourrait le revendre si on veut. Mais bon, moi j'espère que ce soit possible. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, c'est tout bon, quoi. C'est un cadeau venu du ciel. Décidément, si c'est le cas, les détenteurs d'XRP qui ont fait le snapshot auront été un peu bénis là, parce que c'est quand même 2 fois des montants assez conséquents qui tombent, et donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont j'attends mes Spark qu'on devrait recevoir début juillet. Oui, donc c'est septembre, Axel. C'est ce qui était prévu, ça a été repoussé maintenant. Septembre, ils veulent d'abord tester avec Songbird. Donc il est possible que les tests durent plus longtemps que prévu, ça aussi c'est possible. Donc moi quand ils disent septembre pour l'airdrop de Flare, moi j'ai un gros doute. Et j'ai plutôt, je pense, à mon avis, que ça sera plutôt pour 2022. Parce que le test... Comme on voit, les premiers tests qui sont passés, ça a mis au moins 1 mois ou 2 à se faire et c'était pas vraiment top. Donc s'ils veulent arriver vraiment à un niveau suffisant, je crois qu'ils vont devoir le tester jusqu'au moins en septembre, octobre, quand les gens sont revenus de vacances, tout ça. Et il faut d'abord que ce réseau de tests soit mis lui-même en production, entre guillemets. Donc déjà là, il risque aussi d'avoir des retards. Donc je pense que, à mon avis, Flare, ça arrivera peut-être en 2022. Ils l'ont tellement reporté que... Il n'y a plus rien qui m'étonne. Là, je vois un commentaire là, de quelqu'un qui s'appelle PG, P.G. qui dit Inman peut refuser de témoigner. Ça m'étonnerait qu'il puisse refuser. Oui, donc parce que c'est quand même le tribunal qui l'a ordonné. Il faudrait voir ce qu'il dit. Je vais une fois aller regarder. Je ne sais pas si vous avez entendu mon commentaire. Là. Oui. Alors, Crypto.eri est accompagné pourquoi? Pour installer le doute. Le doute sur quoi? C'est PG, ça je comprends pas. Bon. Je sais pas, vous avez entendu mon commentaire? Oui, on a entendu ton commentaire, oui. Ouais. Ben, moi, je crois pas qu'il peut. Je crois pas qu'il peut. Moi, je pense qu'il est obligé de témoigner. Hein. C'est pas possible. C'est une décision du juge, hein, quand même. Après... Oui, non, c'est le juge. Enfin, je le vois comme ça, hein, donc dis-moi. Il y a autre chose, c'est Enzo Lapino. N'oubliez pas, il dit, Enzo Lapino, n'oubliez pas aussi que la SEC a recruté des avocats spécialistes dans la négociation. C'est vrai, il ne faut pas le perdre de vue, ça.
Ouais, donc ils ont embauché il y a 6 semaines, 2 mois, 2 avocats qui viennent de Chicago. Hein. Donc à Washington, apparemment, il n'avait pas ça. Il faut qu'il les fasse venir de Chicago. Hein. Ça doit être du haut niveau, hein. Des spécialistes. Hein. Donc ça. Bon, alors je pense que PG a raison quand il dit il y a le 5e amendement aux États-Unis qu'on ne peut pas te forcer à témoigner, je pense. Mais il devra venir, je pense. Il devra dire qu'il invoque le 5e amendement ou un truc comme ça. Mais je ne sais pas si le. Donc, je ne pense pas que le 5e amendement s'applique aux témoignages concernant les entreprises. Le 5e amendement doit concerner la vie privée. Oui, c'est-à-dire, donc, je sais que l'épouse ne peut pas témoigner contre son mari ou des choses comme ça. Hein. Ouais. Ouais, donc, mais j'ai des doutes que le 5e amendement s'applique aux entreprises. Ouais. Enfin bon, de toute façon, on va suivre les vidéos de Jeremy Hogan qui nous donnera tous les détails là-dessus. En tout cas, c'est bien de soulever la question, PSG. Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Ah, ce qui se passe. Moi, j'ai pas vraiment, je suis pas assez spécialisé dans le domaine pour savoir. Mais j'ai des doutes qu'on soit vraiment, comment dire, Inman va aussi se protéger lui-même, je pense. Et je ne crois pas qu'on va apprendre grand-chose de la déposition d'Inman. Il ne pourra pas prouver qu'Ethereum est, comment dire ça, n'est pas une sécurité. Mais c'est pas une sécurité parce que, bon, il l'a dit. Alors il y en a qui disent oui, mais c'était son avis personnel. Bah, je sais pas, quand tu es le président de la SEC et que tu dis un truc devant tout le monde, c'est un peu facile de dire oui, mais c'était juste son avis. T'es le président, t'es le président. Hein. Oui, oui. Donc, alors, c'est comme si Sarkozy qui disait un truc, il disait ouais, mais non, hein, c'était mon avis. Alors donc, mais quand il le dit, il l'a dit. Hein. Je me rappelle de ça. Hein, donc c'était en 2019. Enfin, il a fait un discours, et puis dans son discours, il dit que ETH, pour lui, c'est clair, c'est pas une sécurité, hein, c'est une crypto-monnaie. Hein. Et donc, bien sûr, toute la presse spécialisée, les Coindesk, et puis donc tous les journaux là, que nous connaissons donc, sur les cryptos, ils se sont lancés sur ça, et puis on fait des articles. Et le lendemain, alors donc ça, personne à mon avis ne se rappelle, la SEC, elle a sorti un communiqué disant ce qui est dit à un titre privé ne peut pas être tenu pour officiel. Ouais. Donc, mais j'ai l'impression que plus personne ne se souvient de ce communiqué. Hein. Oui, donc je vois aussi quelques remarques concernant les réseaux. Bon, oui, je pense que Flair, Songbird, tout ça, je pense qu'effectivement, ils vont, en même temps, là, c'est logique, qu'ils veulent que, comment dire, pour prendre la mer, il faut qu'elle soit relativement calme. Et on ne va pas sortir les bateaux de pêche quand il y a une tempête. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu la tempête régulatoire avec la SEC et Ripple. Et ça me semble assez rapidement logique qu'on ne commence pas à sortir le flair pour l'instant. Je trouve l'idée intéressante. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais c'est vrai que je serais le gars de chez Flair, je dirais bon, on va peut-être attendre un peu, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a une régulation et qu'on sait clairement de quoi il retourne en termes même d'airdrop, parce que c'est ce qui va se passer, c'est un airdrop, ou quoi, aux caisses, ou d'ICO, ou de savoir quand est-ce qu'on a une sécurité ou pas. Même pour Flair, c'est intéressant de le savoir. Et est-ce que le Spark va être concerné ou non? Et donc, je pense qu'il est logique d'attendre qu'on ait une résolution de ce conflit. Je pense assez. Je serais le patron de Flair. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils ne le disent pas, d'ailleurs. Pourquoi? Ou est-ce que leur vraiment ils ne se sentent pas concernés? Mais il n'en est pas parlé, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je vois 2 commentaires, là. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est Bilou212 qui dit « Mais la SEC pourrait faire des objections à toutes les questions. » Effectivement, il pourrait le faire. Hein. Et XRP en force dit « Ripple va perdre contre la SEC. » Il ne faut pas le perdre de vue, ça non plus. Effectivement, Ripple peut perdre contre la SEC. Hein. Si la SEC, elle dit « Vous voyez cet animal qui fait coin-coin ?» ça vole, ça pond des œufs, c'est une girafe. Vous allez dire non, c'est un canard. La SEC elle dit non, c'est une girafe. Ben, ça sera une girafe. Hein. Voilà, c'est la SEC qui aura le dernier mot. Hein. Après, donc ça peut partir en appel et on partirait encore une fois sur un an. Hein.
J'espère que non, on n'arrivera pas à ça. Ouais. Alors, il y a Whitball44 qui dit un truc intéressant. Scénario possible ou pas, Ripple perd le procès. Suite à cela, la SEC demande le rapatriement de tous les XRP de Ripple afin d'être régulé. Oui, il faudrait même le sans que le SEC gagne le procès. Ça pourrait être dans le cadre d'un settlement, comme disait Marcus, où il faut régler l'escroc. Il faut trouver une solution pour cet escroc qui peut-être pourra emmerder la SEC et que de là, on sorte un lapin du chapeau, que ce soit le FMI qui les reprenne ou un truc du style. C'est possible. Effectivement, de plus en plus, on sent que... d'ailleurs, même, on voit que, par exemple, David Schwartz évite soigneusement le sujet la plupart du temps. Oui. Mais, tout le monde, personne ne se manifeste. Donc, on se rend bien compte qu'il va se passer quelque chose avec cet escroc parce qu'on ne va pas pouvoir le tenir pendant 15 ans. Même si on le libère chaque année, on sent que ça va poser des problèmes de savoir à qui on vend, comment on vend. Il y en a toujours qui vont râler. C'est possible que... Je crois qu'il y a aussi le fait qu'il y a tous les XRP de Jeff McCallett qu'il faut vendre. Ceux-là vont être vendus bientôt, je pense. Oui, il arrive au bout. Il arrive au bout. Ouais. Il arrive au bout. Donc je pense que d'ici la fin des vacances, si je ne me trompe pas, septembre, octobre, quoi, ça sera fini. J'ai entendu parler de août, mais enfin, bon, ça dépend un peu des marchés. Je pense que ça va arriver. Et je pense que ça aussi, c'était une chose qui était nécessaire parce que ça a rajouté de la sécurité sur les marchés. Donc je crois que on va... J'espère, personnellement, qu'on va enfin régler tous ces problèmes d'ici la fin de l'année et qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans un vrai jeu de commercial, si je peux dire, et de vrai business. On n'est plus emmerdé par des types qui viennent vous dire qu'il y a la régulation X et la régulation Y, et qu'on peut vraiment faire, que Ripple va enfin pouvoir faire son business comme il l'entend. Et on verra peut-être à ce moment-là un découplage avec le Bitcoin, qui sait, ce serait cool. C'est ce que tout le monde souhaite. Ouais. Allez, sur ces paroles, on va s'arrêter. Ça fait déjà plus d'1h40. Après, enfin, ça va faire 1h40. Après, pour le replay. En tout cas, merci beaucoup, Marcus. C'était très intéressant. Je me suis bien amusé. Oui, moi aussi, Philippe, je te remercie beaucoup. Hein. Ça fait 1h40, comme dit Julien, ça, c'est hyper vite. Ouais, tu n'avais rien préparé, finalement, ça va. Hein. Ouais. Ah, franchement, j'ai aucune note, rien du tout. Hein. Mais c'est ça, c'est bien parce que c'est spontané et c'est important. Comme ça, c'est vraiment le fond de ta pensée. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, moi j'annonce ce match nul alors. On est sur 40 watts, c'est pas mal. On était... Ah oui, 140. Moi j'ai 142 sur mon écran. Oui, des fois ça varie. Ça varie, Ouais. 142. Tu vois, on est monté le maximum, on est monté à. J'ai le chiffre moi, s'il veut bien s'afficher. Non, il veut pas me le donner, mais je crois qu'on est monté à 153 nous. Ah d'accord, ouais. Ah, Comme dit, hein, donc les gens, il y a beaucoup de gens qui ont autre chose à faire ce soir. Hein. Oui, c'est Et l'été. puis Bon, c'est les vacances aussi, hein. c'est un beau chiffre dans la chaîne, le 153. Bon, on est monté des fois beaucoup plus haut, mais les courbes montent aussi avec le prix. Quand le prix est haut, il y a beaucoup de monde. Quand le prix est bas, il y a moins de monde. Oui, tout à fait. Voilà, et après c'est sur le replay qu'on voit vraiment les chiffres. Ouais. Par contre, à défaut de faire monter le prix, faites donc monter les pouces bleus. Oui, Ouais. c'est gentil. Ouais. Julia, je pense à un truc, moi, j'ai vu passer au courant de la soirée, tu as eu un super chat, hein. Je Oui. sais pas si tu l'as vu, hein. Ouais. Oui. Ah d'accord, ouais, tu l'as vu. Il y Ouais. a eu un super chat à 1 euro. 2 super chats à 1 euro, c'était pour m'envoyer des smileys. Ah d'accord. Voilà, c'est 2 smileys de Vincent, il s'appelle. Ouais. De nouveaux D'accord. smileys, il nous dit voilà les nouveaux smileys. Voilà, en tout cas, c'est bien parce que sur le chat, c'est chaud. Hein. Ils sont là, ils se défoulent, là, c'est vraiment bien. bon après, Je vois 007 Popo là, avec les chaînes latérales fédérées et les smart contracts, 100 milliards, c'est pas assez. Il faut voir quel est le marché qu'ils attaquent. Si c'est un marché de plusieurs trillions ou pas, avec les smart contracts, c'est très difficile à savoir parce que ce sont des marchés qui sont pas vraiment, qui sont pas très visibles sur les plateformes de trading actuelles. Et donc, parce que ça se fait pas vraiment là-dessus. Donc, ça sera très intéressant de voir l'évolution de ce genre de système. Mais je pense qu'effectivement, le potentiel est énorme.
on risque d'avoir des surprises, ça c'est sûr. Donc, je vois encore une question là, donc je vais encore vite y répondre. C'est Azerty qui dit XRP pourra jamais être un stablecoin parce qu'il pourrait y avoir un manque de liquidité s'il y a trop de demandes et on peut pas même Miner d'autres Miner XRP. Bah, Ah d'accord, oui, on ne peut pas créer d'autres XRP, tout à fait. le prix. Azerty, tout dépend du prix. On pourrait même diviser par 10 ou par 100, c'est-à-dire on pourrait passer de 100 à 1 milliard, ce serait simplement le prix qui serait augmenté. Ça ne change rien en fait, ça. Non, c'est juste si on met un prix à 500 $ le XRP, on n'a plus besoin d'autant de milliards de XRP pour faire une transaction. Donc le Tout à fait. donc c'est Tout à fait. facile. Maintenant, on verra le prix qui sera. Si c'est fixé, on verra le prix. Comment on Ouais. fixe. Et s'il monte de manière naturelle, on verra si. Peut-être que. Alors, ça, ce sera intéressant de voir. Est-ce qu'ils ne vont pas tenter de voir comment ils montent de manière naturelle et si ça ne va pas comme ils veulent, peut-être qu'ils le fixeront. Peut-être. Oui, tout à l'heure aussi. Donc, ils vont le fixer. Voilà. Oui, Après, oui. pour les On est en train questions. de relancer- Ouais, on- pour les on est questions. en train de relancer le débat. Ouais, Philippe, je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, jamais. Non, mais ce qu'on peut faire, si les gens Ah, veulent, non. ils peuvent poser des questions sous le live, enfin sous les vidéos, et après vous regardez les commentaires des vidéos et vous pouvez répondre. Parce que des fois c'est le cas, ils posent des questions une fois que la vidéo est publiée. Oui. Ouais. Voilà, on va faire Donc, ça. Philippe, à un moment donné, tu avais dit l'éventualité de brûler, en fait, de faire un burn de XRP, de passer de 100 milliards, descendre à 50 ou 70 ou 30 ou je ne sais pas quoi. Donc, par contre, s'ils font ça, et ça m'a étonné que ce ne soit pas donc, le cas avec XLM, à partir du moment où tu interviens sur le jeton, tu es d'office considéré comme une action. Et donc, normalement, quand XLM, Stellar Lumens, quand ils étaient réunis dans les hôtels, comme sécurité. quand ils étaient donc réunis dans les hôtels à Rio de Janeiro, ils ont décidé un soir, là, donc tous ensemble, en faisant la fête, on va brûler du XLM. Normalement, c'est une sécurité maintenant. Ouais. Ça m'étonne que personne n'ait rien dit. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ça veut dire que tu as le contrôle du token et que donc tu Tout à fait. un lien entre la performance de la société et la performance du token. Parce que si tu en brûles la moitié, c'est pour faire monter le prix. Donc tu crées un lien. Tout à fait. Ouais. Après, donc, ça a fait monter le prix pendant quelques jours. Après, c'est redescendu. Hein. Ouais. Puisque normalement, en fait, brûler des trucs, de l'escroc ou des réserves qui ne sont pas en circulation, normalement, ça n'a pas d'impact sur le prix. C'est juste un impact psychologique. Mais un impact commercial, de cotation, il n'y a pas, en fait. Voilà. Ouais. Okay. Voilà, alors. Je vais vous laisser parce qu'il est très tard. Oui. Donc, écoutez, voilà, moi je vous fais plein de bisous à tous. Merci beaucoup en tout cas d'être venus, d'avoir écouté. C'est très sympa. Et j'ai appris des choses avec Marcus quand même. C'était chouette. Et l'inverse, je suis moins sûr. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Si, Philippe. Il y a appris des choses aussi. Donc ça, beaucoup de choses intéressantes. Ouais. Voilà, mais écoutez, on en fera d'autres. On commencera plus tôt, comme ça on finira moins tard. Ouais. Merci Julien pour ta disponibilité en tout cas. Merci beaucoup, Julien. Voilà. J'ai mis ton. Moi, je remercie. Oui. Je remercie tous les gens qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Parce que des fois, ça devait être un petit peu barbant quand même, tu sais, quand on discuter de l'offre et de la demande. Voilà, mais j'embrasse tout le monde, je souhaite une belle semaine à tout le monde. Et puis, merci Philippe, merci beaucoup. Et merci Julien de m'avoir invité. Et merci Cédric encore d'avoir organisé ça. C'est Cédric qui a tout fait là. Et puis, voilà. Alors, pour le CryptoCalc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages perso sur Twitter, j'y répondrai. Ça va ? Voilà, j'ai mis le lien plusieurs fois sur le chat, comme ça. Allez, je vous dis merci et on en fera d'autres. Ok, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fini le chat ce soir.
avec enfin, l'échange ce soir avec Philippe et Marcus. Bon, c'était très bien d'avoir deux avis bon, qui se rejoignent quelque part, mais deux avis vus par deux personnes différentes. Voilà. Donc je vous dis merci à tous. On se donne rendez-vous peut-être. Je suis en vacances vendredi soir pendant 3 semaines. Je ne sais pas si je ferai des lives pendant les vacances. En tout cas, on se donne rendez-vous fin août, je pense. Je vais me reposer un petit peu. J'ai eu beaucoup de travail cette année et je vais souffler un petit peu. Voilà, après pour les infos, j'espère qu'il y aura de bonnes infos. Enfin, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir dans la discussion de ce soir, avec la fin du procès, avec l'arrivée de Flair, avec la réglementation, etc., etc., on devrait avoir une fin d'année qui devrait être intéressante. Donc voilà, donc hop, je coupe Messenger. Voilà, voilà. Moi, je vous dis bonnes vacances, à vous aussi, reposez-vous bien, passez du bon temps avec vos proches, avec votre famille, vos amis. Et voilà, merci Enzo, merci PG, François, Jimmy, Vince, merci pour le super chat, Elixir, merci à toi, Elise Wong, Azerty, Beer 007 Popo, Philippe et Marcus surtout, Ro, 8 balles et toute la famille. Merci. Je vous donne rendez-vous sûrement en septembre, enfin fin août, début septembre. Merci 007 Popo, Chico Casa, etc., etc. Et tous ceux qui sont pas là, mais qui ont suivi, qui ont été là avec nous tout le temps. Ciao, bonne soirée à tous. Ciao, ciao la famille.